Le président de la République exprime lors d'une communication téléphonique ses sincères condoléances à son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, président de l'État frère des Émirats arabes unis, suite au décès de feu Cheikh Tahnoun Ben Mohammed Al Nahyan, représentant du gouverneur de la zone d'El Ain. L'Assemblée nationale adopte 4 projets de loi portant sur des conventions de coopération judiciaire entre notre pays et le Sénégal. La haute délégation gouvernementale achève sa visite dans les villages riverains de la frontière avec le Mali en assurant les populations que les forces armées sont en mesure de protéger l'intégrité territoriale et de protéger le citoyen et ses biens. 21h30, Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le journal. Le président de la République, président de l'Union africaine, Mohamed El Cheikh Al Ghazouani, a eu une communication téléphonique hier avec son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, président de l'État frère des Émirats arabes unis. Au cours de la communication, le président de la République a exprimé en son nom propre, au nom du gouvernement et du peuple mauritanien, ses sincères condoléances suite au décès de feu Cheikh Tahnoun Ben Mohammed Al Nahyan, représentant du gouverneur de la zone d'El Ain, implorant Allah le Tout-Puissant de le recouvrer de sa miséricorde et de l'accueillir dans son saint paradis. De son côté, son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed a exprimé ses sincères remerciements et sa considération au président de la République pour ses condoléances et sa compassion suite au décès du disparu, implorant Allah le Tout-Puissant de protéger les deux pays frères et de permettre la poursuite de la concorde entre eux. L'actualité parlementaire marquée ce jeudi par l'adoption de 4 projets de loi relatifs à la coopération judiciaire entre notre pays et la République du Sénégal dans le domaine civil, commercial et pénal, en plus du transfert de prévenus et de personnes condamnées. Les projets de loi étaient défendus par le ministre de la Justice, Mohamed Mahmoud Ould Cheikh Abdallah Ould Beye, récit d'Aminata Kana. L'Assemblée nationale a abrité aujourd'hui une plénière présidée par Ahmedou Mbale, deuxième vice-président de la Chambre parlementaire. Au cours de la plénière, le projet de loi relatif à la coopération judiciaire entre la Mauritanie et le Sénégal a été adopté. Les projets de loi approuvés concernent la coopération judiciaire dans les domaines civils et commerciaux ainsi que dans le domaine pénal, outre l'extradition des personnes recherchées et le transfert des personnes condamnées entre les deux pays. Dans leur intervention, les députés se sont accordés à l'unanimité sur la profondeur et la diversité des relations entre la Mauritanie et le Sénégal, appelant le gouvernement à une coopération plus constructive basée sur une vision commune au bénéfice des deux pays. Ils ont également souligné l'importance d'actualiser les textes juridiques et de combler toutes les lacunes de l'arsenal juridique dans notre pays. Le ministre de la Justice, Mohamed Mahmoud Cheikh Abdallahi Ben Boya, a quant à lui souligné que l'accord relatif à la coopération judiciaire dans les domaines civils et commerciaux revêt une importance particulière compte tenu des avantages qu'il offre aux citoyens des deux pays car il leur permet de faciliter et d'égaliser l'accès aux tribunaux pour défendre leurs droits dans les domaines commerciaux et civils, expliquant que l'accord stipule l'engagement des deux parties à assurer mutuellement une coopération dans le domaine civil et commercial et un accès égal aux tribunaux, au renvoi et à la délivrance des actes judiciaires et non judiciaires. Ajoutant que l'accord porte sur le règlement des différents connexes et que sa durée est fixée à 5 ans automatiquement renouvelable, à moins que l'une des parties ne demande son annulation par les voies diplomatiques habituelles. Concernant le projet de loi relatif à la coopérative judiciaire en matière pénale entre notre pays et le Sénégal, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a expliqué que l'article stipule l'obligation des deux parties de s'accorder sur une coopération en matière de procédure pénale relevant de la compétence des autorités judiciaires chaque fois qu'une des parties demande une compensation.
indiquant que l'accord prévoit également une assistance entre les deux pays dans le domaine des inspections, des saisies, du gel, de la confiscation, du transfert des avoirs lors de la délivrance d'une décision définitive sur le territoire de la partie requérante et de l'échange d'informations concernant les condamnations. Quant à l'accord d'extradition entre les deux pays, le ministre de la Justice a expliqué que l'accord définit le champ de la coopération judiciaire en matière d'extradition des personnes recherchées contre lesquelles une mesure privative de liberté a été prononcée par les autorités judiciaires de l'un des pays dans le cadre de poursuites légales ou d'une condamnation définitive comme l'indique l'accord. Chaque partie a le droit de refuser d'extrader ses ressortissants, mais elle doit renvoyer l'affaire faisant l'objet de la demande d'extradition aux autorités compétentes pour intenter une action en justice, conformément à sa législation locale. Le ministre a déclaré à la fin de son propos que les 4 accords comblent un vide législatif dans le domaine de la coopération judiciaire entre les deux pays qui entretiennent de fortes relations commerciales, se chevauchant dans tous les domaines de coopération et s'accordent généralement des privilèges aux citoyens de chaque pays sur le territoire de l'autre. Il a qualifié les relations entre notre pays et le Sénégal de distinguées dans l'histoire, soulignant que les perspectives de coopération entre eux sont excellentes et fondées sur une vision commune au bénéfice des deux pays. Nous restons dans l'hémicycle qui a abrité ce matin les travaux du groupe parlementaire d'amitié mauritano-brésilienne, marqué par un échange d'allocutions entre le président du groupe parlementaire, Mohamed El Mukhtar Ould Mohamed El Hassan, et l'ambassadeur de la République fédérale du Brésil. Les deux responsables ont exprimé leur volonté d'œuvrer ensemble pour le renforcement de la coopération entre les deux pays. Bokar Boelaba. L'objectif de la création du groupe d'amitié parlementaire mauritano-brésilien est de renforcer les liens de coopération entre les deux pays. En d'autres termes, il s'agit de la diplomatie parlementaire. Le lancement des activités du groupe a été supervisé par la vice-présidente de l'Assemblée nationale, Mme Fatma Habib. Et à cette occasion, le président du groupe parlementaire d'amitié mauritano-brésilien, Mohamed El Mukhtar Ould Mohamed El Hassan, a souligné que les liens de coopération parlementaire entre la Mauritanie et le Brésil sont le prolongement de la diplomatie classique entre les deux pays. Il a rappelé que ce dynamisme intervient dans une période où le président de la République, M. Mohamed Ould Ghazouani, assure la présidence de l'Union africaine et en même temps le président brésilien Lula Inácio da Silva assure la présidence du G20. Il a exprimé l'entière disponibilité de l'Assemblée nationale à œuvrer pour le renforcement de la coopération entre les deux pays. Pour le Brésil, la création de ce groupe d'amitié parlementaire constitue une étape efficace vers de nouvelles initiatives visant à renforcer les relations entre les deux pays. Mes mots ne pourraient être autres que ceux de gratitude pour une initiative aussi pertinente pour renforcer les relations entre le Brésil et la Mauritanie, pays qui m'a si bien accueilli depuis mon arrivée en mars 2023. En effet, je suis certain que la création de notre groupe d'amitié parlementaire mauritano-brésilien constitue une étape efficace vers de nouvelles et importantes initiatives qui résulteront certainement, en particulier, des efforts de ses illustres membres sans bien entendu cesser d'accompagner la participation très bienvenue de tous ceux qui sont également défenseurs du renforcement des liens entre nos deux nations. Le Brésil reprend ses meilleurs auspices, le renforcement de ses liens avec le continent africain sous la présidence de son Excellence Monsieur le Président Luiz Inácio Lula da Silva, qui est également président du G20 tout au long de cette année, coïncidant avec l'actuelle présidence en exercice de l'Union africaine sous l'égide de son Excellence M. Mohamed Ould El Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie. Les deux parties sont convaincus de l'existence d'un homme potentiel qui permettront de dynamiser davantage les liens de coopération entre la Mauritanie et le Brésil.
Direction la wilaya du Houd Sharqi où vient de séjourner une délégation gouvernementale de haut niveau composée du ministre de la Défense nationale Hanan Al-Sidi et du ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation Mohamed Ahmed Mohamed Lamine, accompagné du wali du Houd Sharqi Selim Al-Sidi. La délégation a effectué durant le week-end des visites dans les villages et communautés frontaliers avec la République du Mali. Au cours de ces rencontres, le ministre de la Défense nationale a souligné que les forces armées sont en mesure de protéger l'intégrité territoriale et de protéger le citoyen et ses biens. Mohamed El-Khattab. La tournée de la délégation gouvernementale de haut niveau, composée du ministre de la Défense nationale, M. Hanan Al-Sidi, et du ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, M. Mohamed Ahmed Mohamed Lamine, dans les villages et communautés frontaliers avec la République du Mali, a débuté par la commune d'Adel Begrou, passant par le groupement communautaire de Barli, dans la commune de Marsgoul, ainsi que les villages de Kervi, de Sondage, de Serdouba, de Vassal, de Tenouagoutim, de Wakour et de Baskin. Ici et là, la délégation ministérielle a rencontré les populations des villages et communautés frontalières avec la République du Mali pour leur dire qu'elle a été dépêchée par le président de la République pour s'enquérir de la situation des habitants des zones frontalières et leur transmettre le message que les frontières avec le Mali voisin ne sont plus aussi sûres qu'elles ne l'étaient le long de cette bande frontalière et que le président de la République accorde un grand intérêt à leur sécurité et à leur quiétude dans cette zone frontalière. Au cours de ces rencontres, le ministre de la Défense nationale a remercié les populations pour cet accueil et cette grande mobilisation qui regroupe hommes et femmes à la réunion pour écouter ce message du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, qui leur adresse ses salutations à tous, surtout les citoyens mauritaniens vivant sur ces zones frontalières, et leur exprime son souci pour leur sécurité et leur quiétude. Le ministre a souligné que les forces armées sont vigilantes et en mesure de protéger l'intégrité territoriale et protéger les citoyens et ses biens, quel qu'en soit le prix. De son côté, le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation a rappelé les relations de fraternité et de bon voisinage de longue date entre les deux pays, invitant les citoyens à les raffermir, soulignant que le président de la République suit de très près la situation via les canaux approprié, le souci premier des autorités publiques étant la sécurité et la tranquillité des populations et de leurs biens. Les contacts, dit-il, du président de la République, ceux du gouvernement, du corps diplomatique, des forces armées aux frontières, des autorités administratives, tout cela est en service jour et nuit, même si leur travail n'est pas forcément visible dans les médias. Cela ne veut pas dire qu'il n'existe pas, a-t-il dit, et le message du président de la République est que les citoyens se rassurent, qu'il est soucieux de leur sécurité et de leur quiétude, et que leur pays est fort, qu'il a les moyens financiers et logistiques, des forces armées qui ont fait hier des manœuvres et seront plus présentes dans les zones frontalières. Il a précisé qu'il n'y a pas de problème sécuritaire, politique ou géographique entre la Mauritanie et le Mali, avant de mettre en garde contre l'utilisation négative des médias sociaux qui alimentent la situation sécuritaire en propageant de fausses rumeurs, en semant la peur et la panique parmi les citoyens et en réduisant la confiance en nos capacités sécuritaires, appelant à communiquer avec les autorités administratives, les élus et les acteurs concernés pour vérifier toute nouvelle relative à la sécurité et à la stabilité publiée dans les médias et réseaux sociaux. Le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation a rappelé que seule la wilaya du Houd Sharqi a bénéficié d'un programme doté de 10 milliards d'ouguiya, en plus d'autres projets d'intervention qui seront renforcés, dit-il, avec le retour des populations du Mali avec leur bétail. Les interventions des élus, cadres, acteurs et dignitaires dans les zones frontalières ont été axées sur l'appréciation du contenu du message du président de la République qui vient à point nommé, apportant espoir et tranquillité à la population. Il faut noter que le ministre de la Défense nationale a visité des unités en poste avancé sur les frontières pour s'enquérir de leur opérationnalité pour sécuriser nos frontières. Retour à Nouakchott, où il était question ce lundi d'un atelier centré sur l'assurance du bétail au vu du phénomène grandissant du vol de bétail sur le plan national et transfrontalier.
La Fédération nationale de l'élevage, qui organise cet atelier sous le parrainage du ministère de l'élevage, a inscrit un certain nombre de questions à l'ordre du jour de cette rencontre dans le but de circonscrire ce fléau par la mise en place de mécanismes de lutte contre le vol du bétail ainsi que les modalités de sanctions et d'indemnisation. Récit d'Alifal. L'atelier est organisé par la Fédération nationale des éleveurs en collaboration avec le ministère de l'élevage pour discuter des difficultés que rencontrent les éleveurs dans le domaine de la disparition et du vol du cheptel. Le ministre de l'élevage a déclaré dans un mot à cette occasion que ce phénomène est devenu un sérieux problème pour les éleveurs et pour le pays. Car, a-t-il dit, il a des répercussions sur l'économie et qu'il est du devoir de tous de s'unir pour mettre un terme à cette pratique néfaste, en mettant en place des textes qui la régissent. La Fédération nationale des éleveurs entreprend depuis quelques années une vaste campagne pour lutter contre le vol de bétail qui est opéré parfois par des gangs bien organisés et structurés. L'atelier a vu la participation de plusieurs départements et représentants des organisations de la société civile. Mutualiser les ressources et la complémentarité des interventions, c'est l'objectif vers lequel s'orientent les départements de l'environnement et de l'hydraulique et de l'assainissement. Objectif matérialisé par Lalia Ali Kamara, ministre de l'Environnement, Ismaël Abdelfattah, ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, qui ont apposé leur signature sur une convention cadre de partenariat destinée à forcer la résilience des populations vulnérables aux effets du changement climatique, aux aléas du stress hydrique et aux chocs de pénurie d'eau, ainsi que leurs conséquences. Récit de Mohamed El-Khattat. C'est une convention cadre de partenariat signée entre le ministère de l'Environnement et celui de l'Hydraulique et de l'Assainissement qui vise à garantir l'accès à l'eau, à renforcer l'adaptation au changement climatique et à assurer la durabilité de cette ressource précieuse qu'est l'eau au bénéfice de tous les usagers. L'occasion pour Mme Lalia Ali Kamara, ministre de l'Environnement, d'affirmer que la convention que nous venons de signer est une concrétisation d'une des mesures qui a été prise par la Mauritanie, à savoir une meilleure gestion, une meilleure connaissance de nos ressources en eau. Donc c'est une étape importante dans la mise en place du REST et dans les fonds que la Mauritanie aura à disposition. Et je tiens également à insister sur l'assistance technique qui est dont l'équipe est également aussi présente aujourd'hui sur la tarification de l'eau. L'eau, comme vous le savez, est une des ressources, je dirais, rares en Mauritanie, également précieuses, et qui, pour le ministère de l'Environnement comme pour le ministère de l'Hydraulique, constitue effectivement, je dirais, le sujet sur lequel nous travaillons. Donc je félicite les deux parties que nous sommes, et également nos partenaires qui sont présents, et l'ensemble de nos équipes, aussi bien ceux du ministère de l'Environnement que ceux du ministère de l'Hydraulique, pour le travail qui a été effectué, et également pour le travail qui est à venir sur la mise en place et la mise en œuvre de cette convention. De son côté, M. Ismaël Abdelfattah, ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, a déclaré: Cette convention est très importante pour nous et constitue, comme je viens de dire, une étape importante dans la connaissance de notre système, de notre potentiel hydrique. Ce potentiel est malheureusement mal connu puisque nous avons donc une côte sur l'océan Atlantique, à plus de 700 km sur l'océan Atlantique, c'est important. Nous avons aussi, nous sommes aussi riverains du fleuve Sénégal et nous avons des aquifères abondants et malheureusement encore tout cela est mal connu et nous ne connaissons pas jusqu'à présent notre potentiel hydrique. C'est la première chose. C'est la première donnée qu'on doit avoir dans les meilleurs délais pour qu'on puisse bâtir des stratégies sur le long terme, sur l'utilisation de cette eau, à la fois l'eau de surface et l'eau souterraine. La stratégie du ministère actuellement, c'est d'utiliser au maximum l'eau de surface et de réserver la partie souterraine comme réserve stratégique. C'est notre philosophie, c'est notre stratégie actuellement. Donc la connaissance
de notre potentiel hydrique nous permet vraiment de développer une stratégie à long terme pour que le pays, toutes les populations du pays aient de l'eau. Il faut noter que par la présente convention, les deux départements décident de raffermir la cohérence de l'action gouvernementale par un partenariat reposant sur la mutualisation des ressources et la complémentarité des interventions. On quitte la capitale pour les confins de l'Adrar et précisément le village de Tavajaret dans la commune de Ma'aden el-Irvan. C'est là où le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Ta'azur Hamoud Mohamed a visité hier l'école primaire du village, les salles de classe et écouté les problèmes soulevés avant de charger ses services techniques de procéder à la résolution des problèmes qui ont été soulevés par la population. Dans son adresse à ses interlocuteurs, le délégué général a indiqué qu'il était venu dans ce village en application des instructions directes du président de la République afin de satisfaire les besoins fondamentaux des habitants. La première mesure prise était de distribuer des sommes d'argent aux familles nécessiteuses, d'entamer la construction d'une nouvelle école, d'ouvrir un magasin de restauration avec du matériel de base, de soutenir une coopérative agricole avec un véhicule tricycle et de s'engager à acheter des produits agricoles du village. Nous partons pour la commune de Ain al-Savra, c'est toujours dans l'Adrar profond où la localité de Harit va bénéficier d'un réseau d'adduction d'eau offert par Ta'azur. La pose de la première pierre de cette réalisation, qui devra répondre aux besoins en eau de la population du village, a été déposée ce dimanche par le délégué général de Ta'azur. Yadali Fall nous en dit plus. Ain Savra a enfin sa centrale hybride. Elle a été inaugurée par le délégué général de Ta'azur, M. Hamoud Mohamed, en compagnie du Wali de l'Adrar, Abdullahi Mohamed Mahmoud. 120 familles dans cette ville bénéficieront d'électricité gratuitement, en plus de l'éclairage public. Le délégué général de Ta'azur a entendu des explications sur l'organisation et le fonctionnement de cette centrale. La mise en place de cette centrale rentre dans le cadre des projets exécutés par Ta'azur au profit des citoyens. L'occasion pour le délégué général de Ta'azur d'expliquer aux habitants l'intérêt porté par le président de la République, M. Mohamed Ghazouani, aux conditions de vie des franges les plus démunies. Le délégué général a passé en revue devant les habitants de Ain Savra les différents projets exécutés par son institution au profit des populations, tout en déclarant qu'il faut s'attendre à plus. À propos de la centrale, il a déclaré qu'elle apportera une valeur ajoutée à l'économie locale, en plus de son apport pour l'éducation. Le maire de la commune d'Ain Savra a loué les réalisations qu'a connues cette commune et les localités avoisinantes. Il a remercié à cette occasion les pouvoirs publics pour cette réalisation. La localité d'Arida a vu la visite du délégué général de Ta'azur qui a posé la première pierre du projet d'adduction d'eau potable dans cette localité. Il a écouté des explications sur l'organisation et le fonctionnement de ce réseau. Le délégué général de Ta'azur a expliqué dans un mot devant cette assistance que le projet a une importance capitale car, a-t-il dit, l'eau est la base de tout développement. Il a passé en revue les réalisations de Ta'azur au niveau de cette zone. Le délégué général a souligné que différentes doléances posées par les jeunes et les différents intervenants seront prises en considération, notamment celles qui concernent l'école. Les différents intervenants ont loué les réalisations de Ta'azur au profit de cette localité. Le délégué général de Ta'azur a présidé une réunion avec les habitants de Tendemonde, dans laquelle il a passé en revue les projets de son institution au profit de ses habitants. Direction la capitale de l'Asaba, dans laquelle la commissaire à la sécurité alimentaire, Mme Fatima Khatri, a présidé ce matin une réunion avec les autorités administratives et les élus locaux à l'effet de les informer sur le bilan du travail réalisé par son département au cours des dernières années. La commissaire a passé en revue le bilan des programmes sociaux exécutés en Asaba, ainsi que le volume enregistré par ces programmes,
tant en termes du nombre des récipiendaires qu'en termes de qualité. Les intervenants ont à leur tour exprimé leur reconnaissance pour les efforts déployés, le CSA en faveur des citoyens et leur impact positif sur l'amélioration de leurs conditions de vie. Retour de nouveau à Nouakchott pour parler du lancement ce jour par le ministère de l'Économie et du Développement durable du projet de création d'instituts régionaux d'enseignement supérieur en Mauritanie. Ce projet vise à créer 2 établissements d'enseignement des sciences agricoles et vétérinaires dans les villages de Kaedi et de Nema. Malika Narli nous en dit plus. Le lancement d'un projet de création d'instituts régionaux d'enseignement supérieur dans les wilayas du Hod Chargui et le Gorgol, une école supérieure des sciences agronomiques à Kaedi et une école supérieure des sciences vétérinaires à Nema est l'objet de cet atelier. Les parties prenantes à ce projet, représentées en l'occurrence par les secrétaires généraux des 2 ministères concernés et la délégation de la Banque islamique de développement, étaient présents à l'atelier qui vise à présenter les composants du projet, se familiariser avec les procédures liées à sa mise en œuvre, préparer un plan détaillé, ainsi que présenter les démarches entreprises par la Banque islamique de développement. Le secrétaire général du ministère de l'Économie et du Développement durable, M. Yaqoub Ahmed Aïcha, a tout d'abord rappelé que ce projet s'inscrit dans le cadre du programme du président de la République, Ta'ahoudati, visant à réformer le secteur de l'éducation. D'autre part, souligne-t-il, la réalisation de ce projet constitue une étape importante visant à promouvoir l'éducation qui en est à sa 3e phase allant de 2023 à 2030. Le secrétaire général a souligné que ce projet permettra la mise en place de 2 établissements d'enseignement supérieur d'importance stratégique dans le cadre de la réalisation d'un projet de développement durable, indiquant que la mise en œuvre du projet constitue une étape importante dans le développement du secteur de l'éducation. Au nom de la Banque islamique de développement, le chef de l'équipe des opérations des projets d'infrastructure a indiqué que le lancement de ce projet d'instituts régionaux d'enseignement supérieur se veut être un soutien ferme et une contribution au développement socio-économique du pays de la part de son institution. Il souligne que la Banque islamique de développement ne ménagera aucun effort dans ce domaine pour faire face aux défis et assurer le succès de cette démarche. Il assure la détermination de la Banque islamique de développement à accompagner notre pays dans les programmes socio-économiques de développement. Le lancement de ce projet de création d'instituts régionaux d'enseignement supérieur en Mauritanie, financé par la Banque islamique de développement, illustre une fois de plus l'excellence des relations entre notre pays et cette institution. Autre atelier, celui consacré ce lundi à une session de formation sur l'hydrogène vert et ses défis économiques, organisé par le ministère du Pétrole, des Mines et de l'Énergie, en coopération avec le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD et la coopération allemande. Les bénéficiaires de cette formation suivront des présentations permettant de les édifier sur un nombre de questions liées à la compréhension des cadres techniques nationaux, des technologies et stratégies modernes dans le domaine de l'énergie et de la transition énergétique. Cet atelier de formation sur l'hydrogène vert et ses défis économiques de 4 jours a pour objectif d'identifier des solutions Power to X adaptées aux spécificités de chaque pays. Ceci entre dans le cadre de l'appui du gouvernement pour la mise en œuvre des projets d'hydrogène vert. Dans son allocution, le secrétaire général du ministère du Pétrole, de l'Énergie et des Mines, Ahmed Salem Bouhaïda, a indiqué que le secteur de l'énergie en Mauritanie est l'un des secteurs stratégiques clés avec un énorme potentiel, en particulier dans les domaines des énergies renouvelables, telles que l'énergie solaire et éolienne. Ajoutons que le ministère accorde une attention particulière au développement de ce secteur et à l'exploitation de son potentiel pour réaliser la transformation économique et sociale. Il a ajouté que, pour optimiser l'utilisation de ces ressources, il faudra développer les compétences humaines et leur donner les moyens d'acquérir les qualifications nécessaires. Quant à Gozd Avessi Legrand, représentante résidente adjointe du PNUD, a souligné que le PNUD a toujours soutenu techniquement le ministère du Pétrole, des Mines et de l'Énergie.
Le PNUD a toujours soutenu techniquement le ministère du pétrole, des mines et de l'énergie dans sa stratégie de la transition énergétique et le développement de la production d'électricité dans les zones isolées du pays. Nous nous souviendrons que la Mauritanie dispose d'un immense potentiel en énergie renouvelable qui pourrait être développé surtout dans la partie nord-ouest du pays, donc une zone proche de la côte, ce qui offre des opportunités réelles de production de l'hydrogène vert à grande échelle. Fanta Sow, conseillère en coopération économique et promotion du secteur privé de la GIZ, a indiqué que la Mauritanie a les ressources énergétiques renouvelables considérables. La Mauritanie a la possibilité de produire à terme de l'hydrogène vert à grande échelle à un coût compétitif. Elle a donc les ressources énergétiques renouvelables considérables qui permettent, grâce à la filière de l'hydrogène vert et ses dérivés, de répondre à des besoins énergétiques, de les valoriser sous forme d'électricité et d'hydrogène vert pour l'exportation. Ceci boosterait le développement socio-économique du pays à travers les valeurs ajoutées ainsi générées. C'est dans ce siège que le représentant de l'ambassade de la République fédérale d'Allemagne, Thomas Elmer, a salué la coopération bilatérale entre son pays et la Mauritanie qui comprend des programmes ambitieux visant à promouvoir le développement local, avant d'introduire le programme au hub PTX et à la formation énergie renouvelable et hydrogène vert. Un commentaire signé Maïmouna Lo. Dans le domaine agricole, 30 participants représentant des sociétés de production de semences, des organisations de jeunes et de femmes, ainsi que des agents de terrain ont entamé aujourd'hui une formation de 2 jours sur les techniques de production des semences et la gestion efficace des entreprises semencières. La formation est organisée par le Centre national de recherche et de développement agricole en collaboration avec le Conseil ouest et centre africain pour la recherche et le développement agricole. Bokar Baylaba. La formation permet d'assurer la sécurité alimentaire, un objectif stratégique du gouvernement faisant partie intégrante du programme Tahoudati du président de la République. Pendant 3 jours, les participants seront formés sur les techniques de production de semences et la gestion efficace des entreprises semencières. Et à cette occasion, le conseil technique du ministère de l'Agriculture chargé de la recherche et de la formation, Mohamed El-Mokhtar Ould-Sidi Mohamed, a indiqué que la formation et l'encadrement sont des facteurs clés dans la production et l'utilisation des semences agricoles améliorées en tant qu'outil pour augmenter la production agricole, l'améliorant quantitativement et qualitativement. Il a indiqué que la qualité des semences est l'axe principal du processus de production et que cette division fait l'objet d'une attention particulière dans le cadre de la nouvelle vision du secteur agricole, car elle est le facteur le plus important pour l'augmentation de la production, de la productivité et du rendement. Les participants recevront des présentations théoriques sur les techniques les plus importantes de production, ainsi que des méthodes efficaces et des bonnes pratiques dans le domaine de la gestion des organisations de production de semences. L'actualité dans la ville de Sélibabi était marquée ce lundi par la réunion du conseil régional du Guidimara sous la présidence du Wali du Guidimara et en présence du président et des membres du conseil. La session a discuté d'un certain nombre de sujets importants dans l'agriculture en raison de la spécificité agricole et pastorale de la région. Dans son propos, le Wali a indiqué qu'une partie des machines agricoles est arrivée dans la wilaya et que le reste suivra au cours du mois de juin, assurant que ce matériel sera distribué aux agriculteurs avant le début de la prochaine saison des pluies. Le président de la région du Guidimara, Issa Koulibaly, a salué l'arrivée de ces machines agricoles qui aideront les citoyens de la wilaya à améliorer et à augmenter leur production agricole pour cette campagne d'agriculture pluviale. Écoutons-le. Mesdames et messieurs les membres du conseil régional, tout d'abord, je voudrais vous souhaiter la bienvenue dans les nouveaux sièges du conseil régional, particulièrement à ceux qui ont parcouru des longues distances pour participer à cette première session au titre de l'année 2024. Cette réunion se tient dans un contexte international et sous-régional difficile
marquée par la poursuite des guerres en Ukraine et au Moyen-Orient et l'insécurité à nos frontières. Tous ces facteurs affectent la politique de l'État et par conséquent les activités de la région. Les principaux points inscrits à l'ordre du jour de cette rencontre sont la présentation et l'adoption du compte administratif et de gestion et l'ajustement du plan d'action 2024 pour mieux l'aligner aux orientations du président de la République, son Excellence Mohamed Cheikh El Ghazouani. En effet, dans son discours historique à Tamchaket, lors du lancement de la campagne agricole 2022-2023, le président de la République a souligné que la Mauritanie doit s'engager résolument sur la voie de l'autosuffisance alimentaire en utilisant de façon optimale les vastes étendues propices à l'agriculture. Cette décision s'inscrivait dans un contexte international et sous-régional difficile, marqué par la pandémie du Covid-19, qui a réduit considérablement les échanges commerciaux internationaux, la guerre de l'Ukraine qui a entraîné une crise céréalière mondiale et la crise de Gergera qui a perturbé l'approvisionnement du marché local en fruits et légumes. Ne dit-on pas, je cite, « Si nous voulons revendiquer une quelconque souveraineté, une quelconque dignité, il faut que dans nos assiettes se trouve ce que nous produisons. » C'est dans ce contexte que le gouvernement a engagé l'ambitieux projet de doter les régions agricoles de 120 tracteurs agricoles, le premier du genre dans l'histoire de la Mauritanie après 63 ans d'indépendance. Sur ces 120 tracteurs, notre région bénéficiera de 15 tracteurs en 2 phases. Une première phase de 7 tracteurs qui seront livrés au courant de ce mois et une deuxième phase de 8 tracteurs qui seront livrés au mois de juin. La formation des conducteurs, des mécaniciens, des électriciens et superviseurs est en cours à l'ENVAG de Kaïdi depuis le 16 avril pour 3 semaines. Notre région était donc sur la bonne voie en ayant acheté 4 tracteurs en 2023 et avait inscrit l'achat de 6 autres tracteurs pour 2024. C'est dans ce cadre que je vous propose l'annulation de l'achat de 6 tracteurs pour les remplacer avec d'autres équipements complémentaires aux tracteurs en vue d'améliorer la mise en œuvre des surfaces cultivables et par voie de conséquence la production, contribuant ainsi à l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire si chère au gouvernement mauritanien. Merci. Je vous remercie de votre attention. Nous refermons ce journal par la manifestation politique organisée hier soir par l'Alliance des courants pour la nation dans la Muqata'a de Tayart en soutien à la candidature du président Mohamed El Ghazouani pour un second mandat. Les intervenants ont exprimé leurs adhésions à cette initiative afin d'assurer la victoire du président avec un grand suffrage lors des prochaines élections présidentielles. Présent à cette manifestation, le vice-président du parti Ensaf a indiqué que cette initiative traduit l'attachement des citoyens à la voie suivie par le président de la République. Quant au président de l'initiative, il a évoqué les raisons qui ont présidé à l'organisation de cette manifestation et les facteurs qui ont amené l'Alliance à soutenir la candidature du président de la République pour un deuxième mandat. Et voilà qui met fin à ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Le président de la République exprime lors d'une communication téléphonique ses sincères condoléances à son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, président de l'État frère des Émirats Arabes Unis, suite au décès de feu Cheikh Tahnoun Ben Mohammed Al Nahyan, représentant du gouverneur de la zone de l'Aïn. L'Assemblée nationale adopte 4 projets de loi portant sur des conventions de coopération judiciaire entre notre pays et le Sénégal. La haute délégation gouvernementale achève sa visite dans les villages riverains de la frontière avec le Mali en assurant les populations que les forces armées sont en mesure de protéger l'intégrité territoriale et de protéger le citoyen et ses biens.
Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah.